Yo! Bon, j'ai trouvé un petit endroit là pour passer la nuit dans un petit champ qui vient d'être coupé assez tranquille. Bon, bah du coup, je vais répondre à vos questions, hein. Du coup, où est-ce que je suis là? Donc là, je suis dans la plaine aux États-Unis. J'ai pris mon temps dans l'Ouest américain pour faire des calls, aller dans les parcs nationaux. Du coup, maintenant, je suis un peu court en temps. Du coup, je trace tout droit pratiquement vers la côte est. Donc, je vais à New York. Je vais essayer de passer juste avant au chute du Niagara pour après prendre le Erie Canal qui est une grande piste cyclable de 600 km pour après prendre un autre canal qui va m'emmener à New York. Du coup, normalement, j'y suis dans 3 semaines à New York. J'ai mon avion le 8 juillet. Et de là, je prends mon avion pour aller au Cap Nord, à 1000 km avant le Cap Nord. Je monte au Cap Nord et de là, je redescends en Europe, en France par la Finlande, l'est de l'Europe. Et donc je pense être en France, à Rouen, fin octobre, avec les 40 075 km au compteur, soit un tour du monde par l'équateur. Donc là j'en suis à 29 000. Donc je pense que cet objectif, je l'avais depuis le début dans ma tête, mais je voulais pas me l'avouer parce que là, je voulais pas l'avouer en public parce que c'est quand même, j'étais pas sûr de le faire, mais maintenant je pense que je vais y arriver. Donc voilà. Bon alors première question, est-ce que la descente me manque? Ouais, la descente elle me manque, hein, surtout quand des fois je roule et que je vois des spots au bord de la route. Je me dis oh j'ai trop envie de prendre mon gros vélo, mais bon je suis sur autre chose et je pense que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire ça, donc je j'aurai le plaisir vraiment de reprendre quand je vais revenir. Toutes les lignes droites, alors oui, les lignes droites. En fait, quand tu roules, tu te, quand tu roules, tu te rends pas compte en fait des lignes droites parce que bah tu prends tes pauses et du coup, ouais, moi je me rends pas vraiment compte que c'est des lignes droites. Ouais, dans le désert, en Australie, je m'en suis un peu rendu compte là quand quand j'ai fait une ligne droite de plus de 100 km, mais sinon tu te rends pas vraiment compte parce que ça des fois, en plus souvent ça monte, ça descend. Donc non, ça va. Les problèmes mécaniques que j'ai eu durant cette année. Est-ce que tu as dû changer sur le vélo? Qu'est-ce que j'ai dû changer sur le vélo? Alors j'ai pas eu beaucoup de problèmes mécaniques. Je crois que j'ai eu 9 crevaisons. J'ai changé une fois le pneu avant, deux fois le pneu arrière. Le seul gros problème que j'ai eu, ça a été mes manettes de derrière en fait qui sont des trucs assez sophistiqués pour la course qui ont cassé. Mon câble a cassé à l'intérieur de la manette, la tête de câble. Et du coup, pas moyen d'enlever sans démonter la manette et aucun magasin de vélo démonter la manette. Du coup, en fait, j'ai remis les vitesses sur le cadre et c'est beaucoup plus simple. J'ai changé plusieurs fois le câble d'ailleurs et depuis, c'est en 1 minute, c'est fait. Donc, c'est la seule erreur qu'on va dire que j'ai fait sur le montage du vélo, c'est que je suis pas allé sur la transmission, sur la simplicité. Donc non, sinon c'est le seul gros problème que j'ai eu. J'ai eu ouais en Asie aussi, je me suis retrouvé sans plaquette de frein parce que avec les descentes au Laos, elles ont été, je les ai usées et du coup je me suis retrouvé sans frein et je trouvais pas de plaquette en Asie. Du coup je roulais sans frein en fait. Du coup c'était un peu galère. Je voulais retourner dans les montagnes en Malaisie, mais sans frein je pouvais pas. Donc c'était un peu galère. Mais sinon j'ai eu que ça comme problème mécanique. J'ai cassé là aux États-Unis mon garde-boue arrière aussi. Bon, ça, je l'ai réparé, c'est pas trop grave. Et j'ai mes caches de pédales qui sont cassées, mais ça gêne en rien. Le système, il y a juste par moment un petit bruit. Bon, à part ça. Non, je suis bien content du vélo. Euh, peut-on avoir mon Strava? Oui, je vais le mettre en lien, mon Strava. Au niveau de la nourriture, comment est-ce que je m'en sors? Alors, la nourriture, en fait, le matin, je prends Nutella, pain. Le midi, souvent, je me fais une salade, tomates, concombre, avocat, thon, ce que je trouve en fait, ce qui est pas trop cher dans le pays où je suis. Et en dessert, ouais, souvent
c'est des compotes, des fruits, ce que je trouve qui... En fait, tout ce qui est produit frais, en fait, tu t'oublies quand tu es en voyage, parce que tu peux pas le conserver. Donc je mange pratiquement aucun produit frais. Et du coup, c'est un peu, bon, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et après le soir, non, c'est plutôt pâtes et pâtes thon. Et même chose en dessert, quoi. Que pour le midi. Après, souvent, ça dépend où t'es, en fait. Par exemple, en Australie, quand j'ai traversé le désert, pendant 1200 km, t'as pas un magasin, t'as que des stations-service où c'est super cher et tu trouves que des paquets de gâteaux, donc t'es obligé de prendre pour 12 jours de nourriture. Après, quand tu es dans des endroits où c'est assez urbanisé, tu trouves des magasins tous les jours, donc tu n'as pas besoin de stocker de nourriture. Donc après, la quantité de nourriture que je stocke, ça dépend vraiment de où je suis. Et bon, je trace mon parcours sur l'ordinateur, donc je sais, je note les points de ravitaillement, donc je sais la nourriture qu'il faut que je prenne en conséquence. Même chose pour l'eau, quoi. Du coup, voilà. Après, ouais, en Asie aussi, quand j'étais en Asie du Sud-Est, tu trouves, t'as pas de supermarché, donc t'es toujours en train de manger dans la rue, donc ça, il y a des restos de rue partout. Mais du coup, c'est complètement différent, le vélo est plus léger, c'est pas mal. Et en Asie, par contre, quand j'étais dans le nord de l'Asie, Kazakhstan, Russie, Mongolie, je trouvais pas de, je trouvais ni produits laitiers, ni viande, ni fruits. Donc c'était vraiment la galère pour manger correctement. Je mangeais du pain avec du chocolat, des nouilles chinoises avec du thon quand j'en trouvais, mais c'était pas souvent. Et ouais, les végétaux, t'en trouves, mais pas du tout. Donc c'était bien galère en Mongolie. Euh, Tu es passé à travers pas mal de pays. Comment ça a changé ta vision du monde et des gens? Si tu devais t'arrêter quelque temps, tu ne te poserais dans quel pays? Alors, ma vision du monde, bah, c'est vrai que je pense que avant d'arriver dans chaque pays, on a une vision du pays par rapport à ce qu'on lit sur Internet, à ce qu'on pense. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu vas dans le pays, bah, en sortant, tu as une vision différente. Donc après, je peux pas dire, c'est un peu difficile de parler d'une vision globale, mais par exemple, je pense qu'on se fait beaucoup d'idées, hein. Tu prends le Kazakhstan, on te dit sur diplomatie.gouv, c'est dangereux, faut s'enfermer la nuit. Et moi, j'ai trouvé que c'était le pays où j'étais le plus en sécurité. Les gens, ils étaient incroyables. Sur 5 voitures qui me doublaient en 1 heure dans la campagne, il y en avait 3 qui s'arrêtaient juste pour me prendre un selfie avec moi, me donner de l'eau et à manger. Et les gens, des fois, ils prenaient juste leur voiture parce qu'on leur avait dit qu'il y avait un vélo qui était passé juste pour te rencontrer, quoi. Ils faisaient 1 heure de voiture. Et un jour, il y a un gars qui a fait 1 heure de voiture juste pour venir me rencontrer, quoi, avec sa femme sur la route. Donc les gens sont vraiment incroyables. Et après, je te prends la Malaisie où c'était tout l'inverse. Tu roules, tu te fais cracher dessus par les gens. T'as des voitures qui changent de direction pour te rentrer dedans et revenir sur leur voie à la dernière seconde. Je me suis fait percuté par des scooters qui le faisaient exprès, quoi. Et du coup, j'ai vécu vraiment l'horreur en Malaisie. Et du coup, voilà, chaque pays, tu as une vision différente. Là, je te prends la Mongolie, c'est magnifique, hein. Tu regardes les guides, on te vend le rêve. Mais oui, c'est beau. Mais derrière, la réalité elle est complètement différente. Quand tu es un homme en Malaisie, en Mongolie, t'as pas de problème. Mais j'ai roulé avec une Allemande pratiquement tous les jours. Avant, je roulais avec elle. T'avais des nomades qui s'arrêtaient devant elle, qui se mettaient à pisser devant elle, juste pour leur montrer leur bite, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que la population est complètement différente dans chaque pays. Et d'une frontière à une autre, d'une région à une autre, ça peut changer. Et du coup, c'est difficile de parler d'une vision globale. Je pense qu'il vaut mieux parler pays par pays. Euh, dans quel pays est-ce que je me poserais? Bah déjà, il y a les problèmes de visa, donc il n'y a pas beaucoup de pays où on peut se poser. Non, l'Australie, c'était pas mal parce que c'est assez facile, je pense, de trouver du travail. C'est assez grand. Moi, j'ai bien aimé l'Australie, le désert et tout ça. La Nouvelle-Zélande, c'était sympa aussi, on peut avoir des visas facilement, mais je pense que pour travailler, c'est un peu plus galère.
Non, je pense que j'irai en Australie si je devais me poser. Le Kazakhstan c'est cool, mais bon, pour avoir les visas, c'est pas facile et pour trouver du travail, je pense que c'est encore moins facile. À quoi sert mon truc vert sur ton vélo? Alors le truc vert sur le vélo. Alors on parle de ça. Donc ça en fait j'ai ça depuis la Nouvelle-Zélande et en fait c'est un écarteur de danger XXL. C'est pour juste que les voitures quand même me passent avec une plus grande distance de sécurité et je suis plutôt content du système, ça marche bien. Ça vient pas de moi, hein, c'est l'allemande avec qui j'ai roulé en Mongolie qui avait ce système là et du coup très très bonne idée. Euh, Comment tu gères mentalement quand les conditions sont pourries, que tu es fatigué, que tu as déjà fait rouler 100 km dans la journée? Euh, Ça dépend vraiment, il y a des jours où j'ai vraiment la motivation même s'il neige et du coup je roule. Et il y a des jours ça t'as pas du tout la motivation, du coup tu tapes dessus pour avancer, c'est galère. Mais bon, tu te dis que c'est qu'après ça sera mieux quoi. Hier j'en avais marre, je pétais un câble. Et le soir je suis arrivé chez un warm shower, jacuzzi. Voilà, si tu penses à ça et t'avances quoi. De toute façon t'as pas trop le choix, hein. Plus t'en fais plus tu fais de kilomètres chiants la veille, moins t'en auras à faire le lendemain, donc faut juste se taper dessus quoi. Euh, voilà. Alors au niveau du budget, alors là je pense que je vais prendre mon temps pour répondre parce que alors en fait on est beaucoup de voyageurs à se faire insulter à chaque fois qu'il y a un article de presse de nantis de la société, de feignants, de comment ça s'appelle, de fils de Bourges. Alors en fait en réalité la plupart des voyageurs vivent avec des budgets très très serrés. Alors moi en gros j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai mis 10 000 euros de côté. Donc oui ça peut paraître beaucoup, mais mais au final je vis avec si tu ramènes ça par jour, en gros ça fait 1000 euros sur 10 000 euros par 500 jours, ça fait 20 euros par jour. Euh, une fois que j'ai retiré les billets d'avion et les assurances, en gros il me reste 15 euros par jour. Et aujourd'hui j'arrive à vivre pour à peu près 10 à 11 euros. Alors je vais essayer de te montrer sur mon, sur mon ordinateur les graphiques. Mais voilà, alors après, au début, moi, je dépensais beaucoup plus que ça, hein. C'est juste que j'ai appris depuis l'Australie. J'arrive à vivre pour moins de 12 euros par jour. Je vais jamais à l'hôtel la dernière fois ou à l'auberge de jeunesse. La dernière fois que j'y suis allé, c'était à Singapour. Donc c'était la dernière fois que j'ai payé pour dormir dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse. C'était en décembre. Là, on est en juin. Je vais jamais au camping. Comment je fais pour me laver? Du coup, je campe toujours en sauvage. Dans les villes, en fait, j'utilise un système qui s'appelle Warm Shower, donc c'est un peu comme le couchsurfing, sauf que c'est que pour les gens qui font du vélo. Donc ça me permet de rencontrer des gens super sympas et de prendre une douche de temps en temps. Sinon, des fois, en Nouvelle-Zélande, il y avait pas mal de rivières, donc je me lavais dans les rivières. Du coup, bon, il y a des pays, c'est pas légal de faire du camping sauvage, mais bon, je le fais quand même parce que pour moi, la nature appartient à tout le monde et je pollue pas, donc je- voilà, c'est ma mentalité. Et sinon, ouais, voilà. Alors, hop. Donc là, je vais te montrer. Alors, attends, c'est où? Voilà. Donc là, je sais pas si on voit là. Donc voilà, en gros, ça c'est la répartition pour les États-Unis de mes dépenses. Donc en gros comme tu vois, si tu prends le poste nourriture et donc bar, resto, souvent c'est fast-food, hein, ça représente 81% de mon budget. Donc voilà, 80% de mon budget sur en gros c'est que mes courses, c'est que le pain de mie, c'est que du thon, c'est que des pâtes, voilà. Et si tu regardes par jour, là après donc 56 jours aux États-Unis,
j'ai dépensé par jour 11,69 €. Donc voilà, quand on me dit que je suis un anti de la société, euh, c'est un peu marrant hein, d'entendre les gens dire que je suis un anti de la société quand tu vis avec 12 € par jour. Après, je me plains pas de mes conditions, hein. Mais voilà, moi c'est un choix que j'ai fait. Après, genre, les gens avant de critiquer, genre, faut un peu qu'ils sachent quoi. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Bon alors, question suivante. Question suivante. Du coup là par exemple aux États-Unis, si tu prends sur 3 mois là, en gros en 3 mois j'ai dépensé 1000 $. Donc genre juste tu loues une voiture une journée ça coûte 50 $ avec l'essence. Genre même tu peux même pas traverser le pays si tu loues une voiture et que tu payes juste ton essence, avec ce budget là tu le fais, t'arrives même pas à traverser les États-Unis. Juste en essence et en location de voiture. Donc voilà, je vis avec 300 € par mois. Euh, Comment es-tu équipé pour gérer le froid euh, et stocker la nourriture? Donc la nourriture, j'en ai parlé. Combien de temps je peux rester autonome? Alors bon déjà pour le froid. Alors en fait pour le froid en fait c'est un peu pour ça que j'ai beaucoup de qu'on me dit toujours était beaucoup chargé. Mais le problème c'est que moi j'ai besoin d'avoir mon matos pour le froid. Et ça prend beaucoup de place parce que j'ai une sacoche en fait où j'ai que mon duvet pour l'hiver et j'ai que mon duvet pour l'hiver, mon matelas. Même chose, j'ai une doudoune, une veste vraiment ultra imperméable. En fait, alors je vais te montrer. En gros, j'utilise quand il fait vraiment chaud comme ici, j'utilise juste ça pour dormir. C'est un drap thermique qui évacue la transpiration, donc c'est vachement bien pour l'Asie du Sud-Est. Euh, Ça c'est en gros c'est un drap intérieur quand il fait vraiment froid, ça me permet de gagner 5 à 8 degrés sur mon duvet. Et du coup j'ai mon duvet pour l'hiver. Alors ça c'est ma doudoune. Et j'ai mon duvet pour l'hiver qui est là. Et normalement il descend à euh, moins 4 degrés en température limite, on voit pas parce que c'est trop sombre. Mais voilà, il descend à moins 4, on va dire, je gagne 5 degrés sur le 5 à 8 degrés sur le truc rouge, donc voilà, je peux descendre à moins 10, moins 12 degrés. Et j'ai une tente pour l'hiver, donc en fait, elle garde pas mal la chaleur quand il neige, donc c'est pas mal. Donc pour l'instant, j'ai jamais eu me plaindre du froid, même quand il faisait moins 7 degrés, quand j'étais dans le refuge, j'avais pas trop froid, donc ça allait. Donc non, c'est pas mal. Après, au niveau de de l'autonomie, alors en Australie, j'avais pris pour 12 jours de nourriture. J'en ai eu, je crois, pour 10 jours à traverser le désert. Et il me restait de la nourriture quand j'ai fini. Donc ouais, je pense qu'en autonomie, en nourriture, je suis à 12 jours, ouais, c'est bien. Euh, Après, pour l'eau, si je suis dans une région où je trouve de l'eau, je peux ne pas croiser aucune personne et vraiment être autonome à 100% pendant 12 jours. Après, en Australie, dans le désert, quand il faisait 45 degrés, je prenais le maximum que j'ai pris, c'était 14 litres pour faire l'étape de 200 km, où il n'y avait pas de station-service, il n'y avait pas de point d'eau, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de point d'ombre. Et j'ai consommé, sur les 14 litres, j'ai consommé 11 litres. Dont un peu pour manger, pour faire mes pâtes le soir. Donc voilà. Euh, Est-ce que je vais sur la côte Est? Oui, bah oui, je vais sur la côte Est, je vais à New York. Euh, Comment est-ce que je fais pour Strava? En fait, j'utilise pas Strava, j'utilise un GPS Garmin qui a pas besoin d'internet. Et en fait, de temps en temps, je fais une synchronisation sur mon PC. Et du coup, les activités, elles arrivent sur Strava. Mais en fait, ouais, je n'utilise pas internet. Je n'ai pas en fait internet aux États-Unis. Je n'ai pas de téléphone américain. J'utilise juste le Wi-Fi quand je suis chez des warm showers ou quand je suis dans des fast-food ou quand je trouve internet. Donc, des fois, je trouve pas internet. J'ai pas internet des fois pendant 3 jours. C'est pas mal de se déconnecter de temps en temps aussi. Euh, du coup, c'est quoi la prochaine question? Alors, euh,
Alors, comment gères-tu les mauvaises rencontres? Alors, bah ça tu gères pas trop, hein, c'est un peu au bonheur la chance. Moi je me suis fait agresser qu'une fois dans ce voyage et c'était aux États-Unis. Donc première puissance mondiale, pays ultra safe d'après Donald Trump. Euh, pour moi les deux pays où je me suis vraiment senti en sécurité c'était la Malaisie et les États-Unis. La Malaisie parce que ouais genre les gens sont agressifs mais tu sais même pas pourquoi, tu vois, ils te crachent dessus en te passant en scooter mais tu sais même pas pourquoi. Et aux États-Unis en fait il y a des genre la connerie, tu vois les cassos des lecteurs de Trump mais c'est vraiment mais des cassos alors en fait là aujourd'hui tu vois j'en ai encore croisé un, le mec il me klaxonne, je vais dans un village après. Le mec qui est arrêté, je lui dis c'est quoi le problème? Et le mec il me dit que j'ai pas le droit de rouler sur la route. Le mec je lui dis c'est à lui de respecter les vélos. Il me dit que c'est moi le danger. Je lui dis non c'est les voitures le danger. Et il me dit qu'il a droit qu'il a droit de tuer les vélos lui. Genre c'est vraiment genre c'est des gros des mecs qui savent pas ce que c'est un effort physique. Mais c'est hallucinant parce qu'en fait, t'en croises tous les jours des cons comme ça. Et il y a aussi des Américains qui ont des kicks de pollution sur leur bagnole. Et en fait, quand ils te passent, ils s'amusent à faire une grosse fumée noire en faisant une grosse accélération devant toi. Et les mecs, ça les amuse. T'as aussi ceux, tu rentres, en fait, beaucoup d'Américains considèrent que t'as droit de rouler en vélo sur la route que s'il y a une bande d'arrêt d'urgence. Sinon, t'as pas le droit. Et il y en a même qui viennent sur la bande d'arrêt d'urgence pour te serrer et après reviennent sur leur voie. Donc, genre, aux États-Unis, c'est le pays où je me suis senti le plus en insécurité après la Malaisie. Et du coup, ouais, je me suis fait agresser une fois en fait en pleine nuit. J'étais ouais, dans un endroit paumé. T'as quatre mecs qui sont arrivés en bagnole, donc 4 contre 1, tu peux pas faire grand chose. Et les mecs, ils étaient complètement défoncés. Ils m'ont ouvert la tente avec un couteau. Du coup, après, il y en a un qui a essayé de foutre le feu à ma tente. J'ai réussi à le dégager juste avant qu'il arrive à mettre le feu à ma tente. Et du coup, je me suis fait voler ma frontale. Et je me suis fait un peu frapper, mais bon, ça allait. Et en fait, j'ai un dispositif de géolocalisation qui marche avec les satellites. Euh, et du coup, en fait, je l'ai déclenché mon signal de détresse. Et la police, elle est arrivée une demi-heure après, mais ils sont partis juste 5 minutes avant, donc ils ont pas réussi à les choper. Voilà. Mais après, non, tu peux pas trop gérer, c'est un peu bonheur la chance. Euh, alors, comment planifies-tu ton post-voyage pour éviter une dépression et une réinsertion dans le système? Est-ce que cela te stresse? Alors en fait là je commence seulement à regarder un peu les annonces de travail. Euh, Est-ce que ça me stresse? Non. Ouais, là en fait je commence juste à y penser. Du coup pour l'instant je suis plutôt en train de me concentrer sur la fin de mon voyage que sur le que sur le post que sur le post voyage. Mais à des moments tu vois ça me manque de travailler. Ouais, d'avoir une vie normale, mais bon, on verra. Après, je reviens en France, je reviens dans ma ville. Après, si je trouve du travail moi, je suis flexible, hein, donc si je trouve du travail ailleurs, je vais bouger. Après, j'aimerais bien aller me faire un petit PVT Canada ou Australie. Il y a pas plein de possibilités et je pense que j'ai déjà d'autres projets en tête pour les prochaines années. Donc, je pense que les projets sont. Je pense que c'est important d'avoir un projet, un second projet quand je vais revenir pour, ouais, non, pour continuer. Il y a une bestiole là-bas, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer d'aller voir. Putain, je vois les yeux qui brillent depuis tout à l'heure là, mais je trouve pas. Ouais, bon, bah je sais pas. Bon, bah il y avait certainement une bestiole, mais je sais pas où elle est. Euh, du coup, est-ce que j'ai fait beaucoup de progrès en anglais?
Comment communiques-tu en Asie? Alors oui, j'ai fait pas mal de programmes en anglais, hein. Maintenant je suis arrivé à tenir une discussion toute une soirée, que ce soit de la politique, mon voyage ou n'importe quoi avec des gens, des Anglais quoi, genre des Américains, des Australiens. Maintenant je me suis bien amélioré en anglais. Euh, alors en Asie, comment je faisais? Bah en fait c'est tellement devenu touristique l'Asie que la plupart des gens ils parlent anglais. Après avec le Kazakhstan, Mongolie c'était pas du tout touristique donc tu te fais comprendre avec des gestes. Par exemple, en Asie du Sud-Est, bon, quand t'es dans des villes touristiques, ça va, mais c'est vrai que quand t'es pas dans des villes touristiques, tous les menus ils sont en langue locale, donc et c'est pas le même alphabet que nous. Alors souvent, je regardais ce que les gens avaient dans leur assiette et je disais, bah, je voudrais la même chose. Et bon, bah, du coup, souvent, je savais pas trop ce que je mangeais, mais bon, on découvre comme ça. Et sinon, des fois, j'avais une photo au cas où de chicken rice dans mon téléphone et je montrais la photo de ce que je voulais. Et du coup, j'avais à peu près ça. Mais non, je faisais comme ça en Asie. Euh, Y a-t-il un objet où tu te dis, mince, j'aurais dû prendre ça? Bah non, non. Le seul truc que je regrette, ça a été ma tente. Parce que j'ai pris une tente sur l'hiver et du coup, quand j'ai des conditions chaudes, et humide. Humide, quand je parle d'humidité, pas de pluie, hein, mais d'humidité dans l'air. C'est impossible de dormir dedans, je suis en sueur. Et mon appareil photo, je pense que j'ai pris un réflexe et j'aurais plutôt dû prendre un compact. J'aurais plutôt dû prendre un compact. Et du coup, non, il y a que ces deux trucs-là que je regrette, mais sinon, le reste, je suis content. Euh, Après, question plus perso.